Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler de développement durable, mais à ma façon, avec le fleuve Saint-Laurent. Il y a à peu près 2 semaines, je donnais une conférence à Montréal devant le journal avec les affaires, le journal Les Affaires. Puis il y a un journaliste qui m'a appelé, puis il voulait avoir une entrevue. Puis là, bon, on s'est mis à parler de développement durable. Puis à un moment donné, la journaliste, elle me pose une question. Elle dit, « Monsieur Derry, elle dit, à quel âge avez-vous commencé à faire du développement durable? » Je dis, j'avais 4 ans quand j'avais commencé à faire... Voyons donc, quand vous aviez 4 ans, quand vous avez commencé à faire du développement durable, elle dit, comment ça? Bien, vous savez, je dis, moi, quand j'étais petit garçon, puis que j'avais 4-5 ans, mon grand-père descendait à Trois-Pistoles, puis mon grand-père Derry nous prenait par la main. Et puis, il nous prenait par la main comme il avait pris par la main son fils, Stanislas, qui était mon père. Et il nous prenait par la main comme mon père a fait avec moi quand j'étais tout petit garçon à Trois-Pistoles. Puis il nous prenait par la main comme son père, qui est mon grand-père, faisait lorsqu'il amenait son fils David Alexis sur le bord de l'eau. Et puis là, mon grand-père, il m'amenait sur le bord de l'eau, puis il m'amenait sur le bord du fleuve, puis savez-vous quoi? Lui, il n'appelait pas ça le fleuve, il appelait ça la mer. Puis là, mon grand-père, il me disait, regarde Gaston comme c'est beau, regarde comme c'est beau. Les plus belles choses que tu peux voir, là, ils sont sur le bord de la mer. Les plus beaux couchers de soleil sont sur le bord de la mer. Puis une autre chose aussi que mon grand-père faisait, c'est qu'il nous montrait à reconnaître les coquillages dans l'eau. Mon grand-père m'a appris à reconnaître les canards juste à la façon qu'ils volaient. Souvent, à l'île aux pommes, il y a des gens qui me disent « Oh, regarde, il y a un canard noir qui passe. » Puis, c'est pas un canard noir, ça, c'est un canard éder. Il dit « Comment tu fais pour savoir ça? » Mon grand-père Derry m'a montré comment reconnaître les canards juste à la façon qu'ils nageaient, qu'ils volaient, pardon. Mon grand-père aussi m'a montré à prédire le temps juste avec la forme des nuages et la couleur de l'eau. Puis savez-vous quoi? Ça marche. À un moment donné, quand j'ai eu 50 ans, ma famille, mes enfants, ma femme m'ont offert un cadeau. Et le cadeau qu'ils m'ont offert, c'est qu'ils m'ont donné un voyage d'1 semaine à bord d'un voilier dans le Maine. Et vous comprenez bien que j'étais pas mal excité. Puis la première journée qu'on est parti en voilier dans le Maine, moi, je m'étais installé à côté du capitaine. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a demandé au capitaine « À quelle heure que le vent va tomber? » Puis là, le capitaine, il dit « À 7 heures. » Je dis « Non, moi, je dis, je pense qu'il va tomber à 5 heures, le vent. À 5 heures moins 1, le vent est tombé. » Puis là, le capitaine, il m'a regardé, mais il dit « Comment tu as fait pour ça? » Bien, mon grand-père, il m'a montré à regarder la couleur de l'eau pour prédire le temps. Puis mon père m'a toujours dit, avant de prendre un bateau, tu peux écouter la météo maritime, mais la chose la plus importante, va sur le quai, puis regarde le temps qu'il fait au large. Puis une autre chose aussi que mon grand-père m'a montré, c'est de découvrir les beautés de la nature. Les beautés de la nature. Ça, c'est le tyrannosaure Rex qu'il y a sur l'île aux pommes. Vous savez, moi, je parle de mon grand-père, mais mon grand-père, là, c'était quelqu'un, mon grand-père. C'était vraiment un grand monsieur, mon grand-père. Écoutez, dans son chalet, il avait écrit « Rapprochez-vous de la nature, elle ne ment jamais. » Puis moi, quand j'étais tout petit bonhomme, puis que j'avais 4 ans, c'est la première phrase que j'ai lue. Et savez-vous quoi? Ça m'a tellement marqué. « Rapprochez-vous de la nature, elle ne ment jamais. » Mon grand-père, là, c'était vraiment quelqu'un. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les Field Guide to the Birds, la série des livres de Roger Torrey Peterson? À la maison, j'ai un exemplaire de la version originale numéro 1 de Roger Torrey Peterson. Et savez-vous comment ça se fait qu'on l'a? Mon grand-père, c'est un ami de Roger Torrey Peterson. Monsieur Peterson, il descendait à Trois-Pistoles et puis ils allaient faire ce qu'ils appelaient du birding. Il allait faire de l'observation d'oiseaux. Alors, Roger Torrey Peterson, il est venu à l'île aux pommes. Hey, puis mon grand-père, c'était quelqu'un. Quand j'ai préparé la conférence, j'ai appris, puis vous le savez peut-être pas, Monsieur le doyen, il a été professeur agrégé de la Faculté des sciences en 1931. Puis quand l'Université Laval avait à déléguer quelqu'un pour aller à un congrès international, le recteur de l'époque, il demandait à mon grand-père d'y aller. Hey, c'était assez fantastique. Mon grand-père, là, on parle de l'ACFAS, hein, l'Association
Avant, ils appelaient ça l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Bien, les premiers qui ont organisé l'ACFAS, c'était tous des gens de l'Université Laval. Puis celui qui a l'air du saint là, de Simon Templar, là, devinez c'est qui? Hey, mon grand-père, il a été de la première crue de l'ACFAS qui existe encore aujourd'hui. Puis là, on est au début des années 30. C'est tout simplement extraordinaire. Une autre chose, mon grand-père, c'est un ami du frère Marie-Victorin. OK, pour certaines gens, là, les plus jeunes, Marie-Victorin, c'est un boulevard ou une école. Là. Mais Marie-Victorin, écoutez, c'est le fondateur du Jardin botanique de Montréal. Puis Marie-Victorin, c'est lui qui a fait la flore laurentienne. Quand Denis Brière puis moi, on étudiait à la faculté de foresterie, puis on faisait notre cours de systématique des plantes forestières, on essayait d'apprendre par cœur la flore laurentienne. Alors, mon grand-père était un homme extraordinaire. C'était un homme aussi qui avait des valeurs humaines. Et à un moment donné, avec un groupe de gens, ils ont décidé de créer une société qui s'est appelée la Société provenchée d'histoire naturelle du Canada. Et en 1921, ils ont acheté une île qui s'appelle l'île aux Basques. Et cette île-là est toujours la propriété aujourd'hui de la Société provenchée d'histoire naturelle du Canada. Je vous disais que j'ai commencé à faire du développement durable, j'avais 4 ans, puis je ne le savais pas. Mais savez-vous quoi? Mon grand-père aussi, il faisait du développement durable, mais lui, il n'appelait pas ça comme ça, le développement durable. Il voulait protéger l'environnement. Il voulait que les jeunes apprennent à protéger l'environnement. Et puis, il voulait aussi que la situation économique du Québec évolue avec des implications extrêmement importantes. Alors, écoutez, pour moi, le développement durable, là, OK, de ce temps-ci, là, le monde s'imagine que s'ils s'achètent une poubelle bleue puis ils mettent ça dans leur bureau, qu'ils font du développement durable. Ou souvent, les gens pensent que s'ils ferment la lumière avant de partir, ils font du développement durable, ou s'ils font du covoiturage, ou s'ils font du développement durable. C'est malheureusement le développement durable, et je le dis dans mes conférences, c'est un terme qui est galvaudé. C'est rendu que si un politicien a à faire préparer un discours sur le développement durable, puis quand il lit son discours, il voit que le mot développement durable n'est pas là, il va aller voir celui qui a écrit son discours, il va dire... Tu n'as pas écrit développement durable, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais mets-le parce que ça paraît bien. Et puis ça, c'est des choses qui arrivent. Pour moi, le développement durable, là, c'est relativement simple. Madame Gros-Brundtland a fait une belle définition qui est ça ressemble à quelque chose qui dit comme c'est d'un développement qui nous permet d'avoir les besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures. Pour moi, le développement durable, c'est relativement simple. Qu'est-ce que c'est? C'est une façon de créer de la richesse, tout en rendant les gens heureux et sans pour autant scraper la planète. Alors, je suis convaincu que ma définition, je n'aurai jamais de doctorat honoris causa à cause de cette définition-là, mais le développement durable, ça ressemble à ça. Et puis, le développement durable aussi, ce n'est pas l'apanage des scientifiques. Le développement durable, c'est quelque chose qui appartient à toutes les gens. Et ce qui est le plus important pour moi dans le développement durable, c'est de comprendre qu'est-ce que veut dire développement durable. Et de moins en moins, on va entendre parler de développement durable. De plus en plus, on va entendre parler d'éco-responsabilité. Parce que quand on a une société qui est responsable, le reste suit. Alors, le développement durable, pour moi, c'est une façon de vivre beaucoup plus que des principes. Et tout ça, ça me ramène à mon histoire. Alors, mon grand-père a acheté, pour la Société provenchée, l'île aux Basques. Pourquoi il a acheté l'île aux Basques? C'est parce qu'à l'époque, les gens de Trois-Pistoles, là-bas, il n'y a pas d'érable pour faire du sirop d'érable. Alors, ils traversaient sur les îles au printemps pour aller chercher des œufs de canard. Ça devenait une espèce de tradition. Puis ça, mon grand-père, il trouvait que finalement, aller chercher des œufs de canard, c'est pas viable pour les oiseaux. C'est pas vraiment fameux pour les oiseaux. Alors, il a décidé d'acheter l'île aux Basques, mais à côté de l'île aux Basques, il y a une autre île qui s'appelle l'île aux Pommes. Et là, mon grand-père Derry a convaincu son beau-frère, qui était marié avec sa sœur, Stanislas Godreau, d'acheter l'île aux Pommes.
Pourquoi est-ce qu'il a pu acheter l'île aux pommes? Parce que les gens disent, comment se fait qu'une île est une propriété privée? C'est que quand le seigneur Jean-Baptiste Côté, qui était le seigneur de l'île verte, a décidé de vendre son île à un monsieur Louis Bertrand, il a sorti l'île aux pommes de la seigneurie. Et quand on a aboli le régime seigneurial, bien, les propriétés qui n'étaient plus dans la seigneurie n'étaient plus des propriétés publiques. Alors, l'île aux pommes se situe à quel endroit? Je me fais tellement poser la question souvent. Vous allez reconnaître la rivière Saguenay. Et c'est une île qui est située très exactement au centre entre l'île verte et l'île aux Basques. Alors, c'est une île qui fait à peu près 1 mille de long et qui est très exactement en face de la côte de Saint-Éloi. Maintenant, lorsque on parle de l'île aux pommes, on me pose tout le temps la même question. Alors, on va régler ça tout de suite, là. Il n'y a pas de pommes sur l'île aux pommes. OK? Est-ce qu'il y a des pommiers? Non, il n'y a pas de pommiers sur l'île aux pommes. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'île aux pommes île aux pommes? Et puis, ça date de Montcalm. Montcalm, dans son journal, parle de l'île aux pommes. Alors, c'est tout simplement parce que l'île a été couverte par un petit fruit de la même famille que les atocas, qui s'appelle l'Érel vingdida, et c'est fait comme une petite pomme de terre. Alors, l'île a 1 mille de long, et il y a plusieurs îles qui sont autour de l'île principale. Alors, mon grand-père a acheté cette île-là en 1900. Mon grand-oncle Gaudreau a acheté l'île en 1927. Mon grand-père est devenu propriétaire en 1946. Et mon père est devenu propriétaire en 1970, et moi, je suis devenu propriétaire de l'île en 1980. Alors, pour aller à l'île aux pommes, il faut partir de Trois-Pistoles. Il faut évidemment prendre un bateau. Et puis, des fois, bien, une chose que je dois vous dire, c'est que quand on se rend à l'île aux pommes, on est envahi d'une espèce de sérénité qui s'exprime de façon très claire sur cette photo. Maintenant, les gens me disaient, t'es chanceux d'être propriétaire d'une île, toi, mais je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai eu l'île aux pommes, personne ne voulait aller à l'île aux pommes. Savez-vous pourquoi? Il y avait 20 000 goélands sur l'île aux pommes. J'aime bien dire que 20 000 goélands sur une île, là, ça ne sent pas la rose. Et des fois, on partait de Trois-Pistoles, puis on traversait l'île aux pommes, dans la brume. Puis savez-vous comment on faisait pour se repérer? Avec l'odeur. Puis une autre anecdote que je vais vous conter, je vais vous parler de ma fille Laurence, qui est en face de moi. Il y a une année qu'on était débarqués sur l'île aux pommes, puis quand elle est arrivée au chalet, elle devait avoir à peu près 5 ans, puis la pauvre, elle pleurait. C'est parce qu'elle avait reçu un beau cadeau sur la tête. Non, quand on est arrivé à l'île, là, c'était vraiment pas agréable. Hey, il y avait tellement de guano sur l'île que quand on débarquait sur l'île, on glissait sur le guano. Alors moi, à un moment donné, je me suis dit, les gens me posaient tous la même question. Qu'est-ce que ça fait d'être propriétaire d'une île quand tu as 28 ans? Bien, je me suis rendu compte que d'être propriétaire d'une île, c'est un privilège. Mais dans la vie, quand tu as un privilège, tu as toujours une responsabilité. Et je vais me souvenir toute ma vie d'une journée que je marchais sur l'île. J'avais 30 ans, ça faisait à peu près 2 ans que j'étais propriétaire de l'île. Et puis cette journée-là, il y avait une tempête de nord-ouest. Et l'île était envahie d'écume blanche. Et je marchais sur l'île, je marchais dans l'aridité, il n'y avait presque pas de végétation. Mais ma formation d'ingénieur forestier me disait que je marchais sur un écosystème latent qui ne demandait qu'à être aménagé pour exploser. Alors cette journée-là, j'ai eu, je dirais, pas un coup de poing dans le front, mais un coup de vent en plein visage. Et là, je me suis dit, je vais en faire le plus beau bed and breakfast pour les canards du Saint-Laurent et un jour, ça sentira la rose sur l'île. Alors là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de commencer à vouloir convaincre les gens qu'il fallait aménager une île comme ça parce que ça n'avait pas de bon sens. Alors là, c'est là que la saga a commencé. La saga a commencé, pourquoi? Parce que moi, je voulais aménager l'île, puis là, bien, les gens me disaient, ben non, tu ne peux pas aménager l'île parce qu'il y a 20 000 goélands dessus. Puis il y avait presque plus de canards sur l'île, puis il y avait presque plus de végétation.
Tantôt, je vais vous montrer une photo de cet endroit-là, puis vous allez comprendre. Je me souviens même qu'on avait fait des représentations auprès du ministère Loisirs, Chasse et Pêche de l'époque pour faire le contrôle du cormoran, parce qu'il y avait du cormoran sur l'île, ça n'avait pas de bon sens. Il y a un biologiste qui était venu, qui avait écrit un rapport, puis je l'ai gardé, le rapport, puis c'était marqué on ne recommande pas de faire le contrôle du cormoran sur l'île aux pommes parce que ce sera intéressant au plan scientifique de voir comment ça va prendre de temps pour la complète destruction de l'habitat naturel. Et là, moi, je me disais, ça n'a pas de bon sens, là. Je m'en foutu de savoir comment ça va prendre de temps pour conserver. Moi, ce que je voulais, c'est aménager l'île. Et là, à un moment donné, le plan Saint-Laurent est arrivé, puis j'ai rencontré les gens de Canards Illimité. Et puis là, bon, j'ai réussi à convaincre Canards Illimité de faire un plan d'aménagement pour l'île. Alors là, les gens me disent tout, qu'est-ce que tu as fait? La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'île dans sa globalité, puis on a commencé par faire un réseau de sentiers, parce que pour marcher sur une île, quand tu marches sur le bord, bien, c'est pas facile. Alors, on a fait un réseau de sentiers. Puis une autre chose aussi qu'on a fait, c'est que vous devez savoir que le goéland est un oiseau qui a besoin d'un promontoire et d'un espace libéré. Alors que le canard, lui, il a besoin d'une végétation très dense pour être protégé des prédateurs qui sont les goélands. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé comment étaient situées les crêtes rocheuses. On a décidé dans quel endroit qu'on allait faire des interventions. Puis une autre chose qu'on a fait, c'est où ce qu'on a fait avec les cormorans? J'ai passé avec les cormorans un acte notarié. Je leur ai vendu une roche qui est au bout d'en haut de l'île aux pommes. Puis là, avec des mots assez explicites, on leur a expliqué qu'il n'y avait plus d'affaires sur l'île principale, mais qu'il fallait qu'ils aillent sur le rocher aux cormorans. Alors, après leur avoir expliqué ça, ils ont dit, bon, bien, c'est correct. Alors, puis la commission de toponymie a même appelé ce rocher-là le rocher aux cormorans. Là, ce qu'on a fait aussi, c'est que là, on s'est servi de nos notions de foresterie, d'aménagement forestier. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un brûlage contrôlé sur l'île. Saviez-vous qu'une graine de framboisier peut demeurer en latence dans le sol jusqu'à 300 ans? Et puis que lorsqu'on fait un brûlage contrôlé, on va libérer l'azote et puis la chaleur va faire que les téguments des petites graines de framboisier, tu sais, ce qui nous reste entre les dents, va s'ouvrir. Alors là, on a fait un brûlage contrôlé. On a transporté 30 000 livres de terre sur l'île avec Canards Illimité. On a mis des terres un peu partout. De la terre un peu partout. On a été chercher des boutures de groseilliers sur l'île aux fraises, qui est au bout d'en haut de l'île aux lièvres en face de Rivière-du-Loup. On a fait du bouturage, on a fait de la plantation. Et là, pendant 25 ans de temps, vous savez, la bande dessinée, là, Chercher Freddy, là, Charlie, Chercher Charlie, merci, c'était Oui Gaston. Alors, toutes les fins de semaine, toutes les semaines, toutes les vacances, où est-ce que j'étais avec la famille? On était sur l'île aux pommes et on faisait de l'aménagement, on faisait de l'entretien, on entretenait les sentiers, on faisait du bouturage, on protégeait. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Souvenez-vous, mon grand-père, hein? Rapprochez-vous de la nature, elle ne ment jamais. Il y a une année, il y a un renard qui a traversé sur l'île, sur la glace. Et cette année-là, évidemment, il y avait un renard. Il n'y a pas un canard qui a niché, mais il n'y a pas un goéland qui a niché non plus. Parce que le renard, hein, il a fait une méchante job. Et cette année-là, c'est une année où il y a eu de la pluie comme ça se peut pas. Et là, la végétation a littéralement explosé. La végétation est explosée à un point tel qu'on a vu voir apparaître toutes sortes de plantes sur l'île. Et puis souvent, les gens me demandent, quand est-ce que tu as su que tout le travail que tu ferais donnerait quelque chose? Moi, je fais un lève-tôt. Un matin, j'étais sur l'île aux pommes où on avait le petit camp de chasse de mon grand-père qui n'avait pas été aménagé. Puis j'étais en train de prendre mon café. Puis à un moment donné, au lieu d'entendre un goéland, savez-vous ce que j'ai entendu? Un bruant chanteur. C'était la première fois de ma vie que j'entendais un bruant chanteur. Dans ce temps-là, on appelait ça un pinson chanteur. Mais là, Jacques Sanson est dans la salle, alors je fais attention à ce que je dis quand je parle des oiseaux. Puis, la musique que j'entendais, c'était le chant, mais j'entendais les paroles du bruant chanteur. Puis, savez-vous ce qu'il disait? « Hey, mais c'est donc bien beau ici. Qu'est-ce qui s'est passé à l'île aux pommes? Mais c'est donc bien beau. Je vais aller dire à tout le monde comment que c'est beau à l'île. »
Et puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'avec la végétation qui a commencé à être envahie, les canards eider ont commencé à revenir. Et là, les canards eider se sont dit, mais mon Dieu, il y a donc un bel habitat pour nous autres ici, c'est fantastique. Les canards eider ont commencé à revenir. Puis ce qui est intéressant, qu'un canard eider, il revient tout le temps sur la même île, puis il revient tout le temps sur le même nid. Alors moi, chaque fois que j'arrive au printemps, il y a des femelles qui me disent, tiens, bonjour Gaston, ça fait 6 mois qu'on t'a vu. Alors là, les canards eider sont arrivés. Ils ont découvert tout l'habitat qui avait été créé par des concepts d'aménagement forestier. Et là, les eiders ont commencé à nicher. Les eiders ont commencé à nicher et les populations ont tellement augmenté que ça a augmenté de façon exponentielle. Alors, à l'heure où on se parle, il y a plus de 2500 canards eider sur l'île. Et puis, chaque année, ben, on assiste à la naissance des petits canetons. Mais là, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Les gens trouvaient tellement que c'était extraordinaire sur l'île que là, je me sentais un petit peu comme Elzéar Bouffier. Vous savez, l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Lui, il s'est mis à planter des arbres, puis à un moment donné, les gens ont dit, « Mon Dieu, il y a tellement de belles forêts ici, on va s'en occuper. » Et là, moi, ma crainte, ça a été de voir les environnementalistes. Vous savez, les environnementalistes de la rue Saint-Denis à Montréal là, qui fument des gitanes, là, qui ont dit « ça n'a pas de bon sens qu'une personne comme Gaston Derry soit propriétaire d'une île, il faudrait s'occuper de ça. » Là, la crainte que j'ai eue, c'est que plus j'aménageais, plus je me tirais dans le pied, puis la crainte que j'avais, c'était d'être exproprié. Et pendant ce temps-là, le gouvernement du Québec a adopté une loi qui s'appelle la Loi des réserves naturelles en milieu privé. Alors là, cette loi-là, c'est relativement simple, c'est qu'on te permet de faire reconnaître ta propriété comme une réserve naturelle en milieu privé. Tu ne perds aucun droit, mais tu décides de ton vivant quelles sont les activités que tu veux qu'ils soient permises et les activités que tu veux qu'ils soient prohibées à perpétuité. Alors là, on a fait un conseil de famille, puis on a dit qu'est-ce qu'on fait à l'île puis qu'on veut continuer à faire, mais qu'est-ce qu'on fait à l'île puis qu'on veut qu'il ne se fasse jamais. Alors là, on a entrepris des démarches auprès du ministère. Et puis là, je vais vous conter aussi une autre anecdote, c'est qu'à un moment donné, on a fait toutes sortes de négociations avec le ministère, puis à un moment donné, je reçois une lettre, et puis cette journée-là, j'allais porter ma moto chez Moto Vanier. Et puis pendant que j'attendais, pendant que ma moto se faisait changer d'huile, je vois un de mes anciens collègues d'une de mes anciennes vies qui venait de vendre son entreprise, puis qui me dit « Gaston, viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. » Puis là, il venait de vendre son entreprise, puis il me montre une Mercedes qui avait dû payer au moins 300 000 $. Puis il était tout fier de me la montrer. Mais moi, j'avais dans ma poche la lettre du ministre de l'Environnement qui disait « L'île aux pommes va être une réserve naturelle en milieu privé avec un statut de protection à perpétuité. » Puis savez-vous quoi? J'aurais jamais changé ma lettre contre sa Mercedes. Parce que sa Mercedes, il l'a probablement pu, mais moi, j'ai encore la lettre. Alors là, finalement, les gens m'ont dit « C'est tellement extraordinaire ce que tu as fait que l'île est devenue une réserve naturelle en milieu privé. » Puis là, il y a des gens qui m'ont dit, écoute, c'est pas commun qu'un individu fasse un geste comme ça là. Il dit, tu devrais appliquer pour avoir le phénix de l'environnement. J'ai dit, c'est quoi ça, le phénix de l'environnement? Bien, il dit ça, il dit, c'est la distinction environnementale la plus prestigieuse au Québec. Bon, alors, finalement, on envoie ça. Puis là, à un moment donné, je reçois une lettre, puis on me dit que je suis finaliste. Alors là, je me ramasse au salon bleu de l'Assemblée nationale. Là, il y a à peu près juste les ministres qui vont là. Puis là, moi, je me retrouve là. Et puis, du jour au lendemain, là, ils sont en train de donner les récipiendaires. Puis là, ils disent, dans la catégorie de la biodiversité et de la protection des espaces naturels, le lauréat, ils disent Gaston Derry. Hein? Mais je dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je me lève. Puis je m'étais habillé de circonstance. Puis là, c'est la première fois de ma vie qu'un ministre de l'Environnement m'a donné un bec. Alors là, Mme Beauchamp me donne un bec. Puis finalement, je me ramasse avec le phénix de l'Environnement. Puis ça, c'est un jeudi soir, le 31 mai. Le lendemain, le vendredi, je voulais aller à l'île aux pommes. Puis Linda, mon épouse, cette fin de semaine-là, avait d'autres activités. Alors je me suis dit, je vais y aller toute seule. Alors je pars, je m'en vais à l'île, je traverse à l'île. Mais j'avais traîné le phénix. Et puis là, j'arrive au chalet, puis il y a une tradition, hein, on ouvre une bouteille de vin, puis là, je me prends une bouteille. Puis là, à un moment donné, je m'en vais sur la galerie, puis je regarde, puis il y avait à peu près une centaine d'eiders en face. Alors là, je vais prendre le phénix de l'environnement, puis je sors sur la galerie, puis je dis « Hey, regardez!
J'ai gagné le Phoenix! Savez-vous quoi? Il n'y a pas un canard qui m'a regardé. Il n'y en a pas un qui est venu me féliciter. Puis là, je me suis dit, c'est quoi qui est important? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est d'obtenir des choses comme ça? Ou est-ce que c'est le geste que tu poses qui est important ou l'impact du geste que tu poses qui est important? Puis ça m'a fait tellement réfléchir parce que je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est quand on arrive au chalet à l'île aux Pommes, l'année que j'ai acheté l'île. Et ça, c'est le même chalet 25 ans plus tard quand j'ai gagné le Phoenix de l'environnement. Vous savez, ça ressemble à celui qui n'a pas de cheveux, là avant puis là après, là, qu'on voit des fois dans les journaux. Et ça m'a tellement fait réfléchir parce que finalement, je me suis rendu compte cette journée-là que ce qui est le plus important, la plus belle richesse qu'on peut avoir, ce n'est pas la valeur monétaire qui est le plus important. C'est le bonheur d'avoir l'impression que ce que tu fais est utile à quelque chose. Aujourd'hui, quand on va à l'île et puis qu'on découvre toute cette belle nature qui a été mise au service de 2500 canards aiders, ça vaut toutes les richesses du monde. La photo que vous voyez en haut à gauche est exactement prise au même endroit que la photo que je vous montrais tantôt. Et puis finalement, bien, ce qu'on s'est dit, c'est que le développement durable, ça ressemble un peu à ça. Le développement durable, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de vivre que l'on choisit. Et on est en février 2011. On est chez mon ami Jacques Sanson. Et on est en train de parler de la Semaine verte parce qu'on vient de sortir des 2 reportages que Jean-Robert Fauché a fait et qui ont été diffusés à la Semaine verte, soit Le Gardien de l'île puis La planète des aiders. Puis ce soir-là, il faisait froid, puis Jacques et moi, on avait un peu la nostalgie. On avait un peu la nostalgie de tout ce qu'on avait vécu quand Jean-Robert Fauché est venu porter, est venu faire son reportage. Pourquoi on avait la nostalgie? Parce qu'avec Jean-Robert Fauché, on avait tellement fait des belles choses, puis on se disait, bien, c'est de valeur qu'on n'ait pas d'autres projets avec les aux Pommes alors, à cette année-là. Alors, bien là, on a ouvert une première bouteille de brouillis. Et puis là, bien, la première bouteille de brouillis, on a littéralement changé le monde. Mais là, à la deuxième bouteille de brouillis, là, les choses ont commencé à être un peu plus brumeuses. Puis là, bien, on se disait qu'on avait la nostalgie de la femelle que Jacques avait photographiée sur son nid, puis elle n'a jamais levé de son nid, puis on avait la nostalgie de l'odeur de rose qu'on avait. Et puis là, bien, on s'est dit, ça a l'air que Jacques puis moi, on a les idées les plus folles quand on prend du brouillis. Alors, si vous nous voyez prendre du brouillis, là, faites attention, c'est là que les idées les plus folles sont nées. Puis on trouvait dommage de ne pas pouvoir partager les aux Pommes avec des gens qui pourraient en bénéficier parce qu'on ne peut pas ouvrir les aux Pommes au public parce que si on ouvre ça au public, c'est un écosystème qui est trop fragile. Et là, Jacques me dit, on devrait organiser un concours. Je dis, un concours. Il dit, oui. Il dit, on devrait organiser un concours pour que des gens puissent gagner une fin de semaine sur l'île aux Pommes ou une journée. Oui, mais là, j'ai dit, oui, c'est une bonne idée. Là, je vous rappelle tout le temps qu'on était avec la deuxième bouteille de brouillis. Puis finalement, on décide d'organiser un concours. Et là, ce qu'on se dit, pour ne pas avoir n'importe qui va appliquer, c'est qu'on va demander aux gens d'écrire un texte de 150 mots sur ce que leur insuffle le thème « Le Saint-Laurent, source de vie ». Alors là, finalement, le lendemain matin, M. Sanson et moi, on se parle, puis on était encore un peu, puis finalement, on a décidé d'organiser le concours. Alors finalement, on a organisé le concours, puis là, on a demandé à 5 personnes, des grandes personnes du Québec, d'écrire un texte sur le Saint-Laurent, source de vie, pour inspirer les lecteurs de Jacques. Alors là, on a Austin Reed, on a Robert Michaud, on a M. Villeneuve qui est ici, on a Yvan Desgagnés et une autre personne, Frédéric Bach, merci Pierre, Frédéric Bach, qui ont accepté gracieusement d'écrire un texte sur ce que leur fait penser le Saint-Laurent, source de vie. Alors là, finalement, le concours commence, et puis là, on se met à recevoir des textes, puis des textes, puis des textes, puis des textes. Puis au bout d'un mois, on avait reçu 175 textes. Et quand on lisait les textes,
on était abasourdis de voir la qualité des textes. On était aussi abasourdis de voir la qualité grammaticale des textes. D'ailleurs, le texte qui a été en ouverture ce soir était le texte d'une dame qui s'appelle Carmen Belzile, et qui est ici ce soir. Carmen est ici, et c'est elle qui a gagné le voyage à l'île aux pommes. Alors, c'est juste pour vous montrer ça, puis jusqu'à quel point les textes étaient beaux. Puis une chose qui nous a complètement abasourdis, c'est de voir que sans qu'on le sache, les gens y aiment leur fleuve. Ils l'aiment tellement, là. Le fleuve, là, c'est comme le bonhomme carnaval. Tu ne touches pas à ça. Tu peux l'utiliser, mon ami Jean Pelletier est ici, tu peux l'utiliser, mais tu ne touches pas au fleuve. Puis une autre chose aussi qui nous a complètement abasourdis, c'est de voir qu'il y a des thèmes qui sont ressortis des 175 textes. On parlait des fois de famille, on parlait de patrimoine et histoire, d'économie, on parlait de touristes, on parlait d'environnement, on parlait de culture. Alors là, je me suis dit, comment est-ce qu'on ferait bien pour partager tous ces textes-là avec les gens? Et ce soir, ce qu'on a décidé de faire, c'est de donner aux gens la parole en termes de développement durable. Parce que vous savez, le développement durable, ce n'est pas juste l'affaire des gens qui sont des scientifiques et qui ont des titres ronflants de vice-président comme moi. Parce que souvent, ça va favoriser les relations de tous les paliers de vie, des diverses espèces de la faune, de la flore et de l'homme. Puis, il se dégage des relations harmonieuses entre l'homme, le fleuve qui est essentiel. Alors, le Saint-Laurent, conserver la diversité du Saint-Laurent, cela passe d'abord et avant tout par sa protection et son utilisation, mais c'est une intégration dans nos modes de vie modernes du respect de toutes les ressources. Et le fleuve a tellement de choses à nous apprendre à ce chapitre-là. Alors, le Saint-Laurent a été malheureusement boudé pendant plusieurs années et trop souvent a été laissé aux Caraïbes. Les Caraïbes étaient une destination plus importante en termes de vacances que le Saint-Laurent. Maintenant, il y a des gestes concrets qui démontrent qu'il y a un sentiment d'appartenance qui se développe beaucoup avec le fleuve Saint-Laurent. Alors, ce soir, on a décidé de laisser la parole aux passionnés du fleuve et j'inviterai Diane et Jack à venir procéder à des lectures des textes qui ont été écrits par des gens qui sont dans la salle et qui touchent les thèmes dont je vous ai parlé tantôt. Alors maintenant, place aux textes qui traduisent éloquemment un hommage au fleuve Saint-Laurent. Ce grand fleuve, nommé jadis par Jacques Cartier, respire au rythme de ses marées, sous les couleurs chatoyantes du ciel qui, dans l'estuaire, se marie avec la mer. Riche et vital réservoir d'eau, le Saint-Laurent est voie séculaire de communication et force de développement exceptionnelle, notamment dans sa fertile vallée abondamment peuplée. Fécond ensemble, avec ses îles et archipels sublimes, il est source de subsistance d'une flore et faune marine et sauvagine incomparables, dont ces myriades d'oiseaux migrateurs animant de fascinants sanctuaires. Tout au long de ses rives ondoyantes, cette mer promise baigne des paysages somptueux, voire fantasmagoriques, et depuis les Premières Nations, inspire nos créateurs pour dire nos espérances, légendes, art de vivre et notre identité originale. Notre fleuve façonne notre histoire, notre destin. Ce don de l'univers mérite gratitude et protection. Il incarne en ce nouveau monde une ode intemporelle à l'espoir et à la vie. Ce texte est un texte de M. Denis Quentin. Évidemment, l'histoire du fleuve, elle remonte à des temps immémoriaux. Le fleuve, c'est une faille dans la croûte terrestre, la faille Logan, qui est enfoncée et élargie par le passage successif des eaux et des glaciers. Et c'est ça qui a fait notre fleuve majestueux. Historiquement, le fleuve, c'est la porte d'entrée de l'Amérique. Sa plus grande autoroute, ou bateau-route, si on préfère. Il a permis la subsistance et le commerce entre les tribus autochtones qui habitaient la province
et également offert le refuge aux pêcheurs basques et aux Vikings. Ultérieurement, les Européens l'ont utilisé pour investir les lieux et s'installer au cœur de l'Amérique. D'ailleurs, aujourd'hui, 80 de la population canadienne habite à proximité du fleuve et des Grands Lacs, de la source à la mer. Pendant plus de 150 ans, le fleuve a été la seule voie de communication en Nouvelle-France et on s'est servi du fleuve pour implanter les paysages, le cadastre seigneurial si particulier au Québec, avec ses rangs alignés et perpendiculaires qui suivent fidèlement le cours du fleuve. Les trappeurs et les chasseurs l'ont utilisé comme un axe de communication. Imaginez le silence. Imaginez le silence et la beauté qui régnaient sur les berges au début de la colonisation. Protubérance rocheuse issue d'un long combat perdu d'avance entre le plateau des Appalaches et le roc du bouclier canadien. L'île aux Pommes a aussi une histoire qui est bien à elle. Voisine de l'île aux Basques qui a longuement abrité les pêcheurs basques qui y faisaient fondre le gras des baleines, et Montcalm s'y est arrêté et Jacques Cartier y fait référence dans son deuxième voyage. Elle faisait partie de la seigneurie de l'île Verte. L'île a abrité un ermite, Ensemble-Île, le père Coucou, et elle a même été le théâtre d'un naufrage, le One Dram, le 14 mai 1893. Et imaginez d'une histoire d'amour entre une naufragée et le père Coucou. Et je vous dirai qu'elle a été aussi l'objet du premier téléthéâtre diffusé par Radio-Canada. Et oui, le 24 octobre 1952, avec Gilles et Denise Pelletier. J'ai parlé il y a peu de temps à Gilles Pelletier, puis je lui demandais s'il se souvenait d'avoir fait un téléthéâtre sur l'île aux Pommes. Bien, il dit oui, j'ai fait ça avec ma petite sœur. Les habitants des alentours y allaient pour cueillir les œufs de canard et de la petite pomme de terre, des érelles Vingdida. L'île est également passée à l'histoire comme la première île de l'estuaire du Saint-Laurent à avoir un statut de protection via la loi des protections en milieu privé. Mais vous savez, le fleuve ne fait pas seulement partie de l'histoire. Le fleuve fait aussi partie de la famille. Lorsque j'avais environ 10 ans, il m'arrivait d'accompagner mon père tard le soir à sa pêche à l'anguille. Il me revenait alors la lourde tâche de prendre en note le nombre et les espèces de poissons capturés pour les statistiques des biologistes de l'Aquarium de Québec et des ministères de l'Environnement. Bien assise dans son pick-up, à l'abri du vent, j'attendais l'énumération de poissons criés par mon père. Un achigan. Un achigan. Une alose. On va l'apporter. Mamie va nous faire un bon repas avec. 2 barbottes. 3 barbus. 5 carpes. Un crapet de roche. 2 crapets soleil. Pas trop vite, père. 5 dorés. Un éperlan. Une épinoche, un esturgeon, 2 gasparos, un brochet, un corégone, 2 lamproies. Pas trop vite. D'accord, 2 lamproies. Donc, une laquèche, un petit lépisosté osseux. Ah, le plus beau. Après le crapet soleil. Un masquinongé. Un quoi? Un masquinongé. Un masquinongé. 3 perches chaudes. Oh! Les apportes-tu pour dîner? Non, elles sont trop petites. Ah, un poulamon, un saumon, 2 truites et 7 anguilles. Ah, écrit qu'il y a plein d'écrevisses aussi, là. Oh, plein d'écrevisses aussi. OK, pas, tout est écrit. Ouais, ça fait bien longtemps tout ça. Est-ce qu'ils sont toujours là maintenant? Est-ce qu'on pourrait encore les manger? Que ça manque le goût d'amande, de la lauze fraîche. Le fish and chip de perche chaude ou de doré, l'anguille fumée dans notre fumoir, les éperlans farinés et cuits au beurre dans la poêle de fonte. Si vous saviez. Je précise que ce texte est un texte de Lucie Gingras. Alors, bien établis sur les rives du fleuve, les 1000 souches québécoises ont intégré le fleuve à leur patrimoine. Le fleuve est un membre de la famille. Qui n'a pas de souvenirs passés sur la grève avec sa famille? Les feux de grève, les soirées à regarder les étoiles filantes, les aurores boréales,
en écoutant le clapotis de l'eau, sont parmi les plus mémorables de bon nombre de souvenirs de Québécois et de Québécoises. Le Saint-Laurent n'est-il pas un patrimoine national pour la collectivité? Et s'il est important que nous consacrions désormais d'énormes efforts à le revitaliser, toutes les communautés qui bordent s'efforcent à redonner aux citoyens un accès au fleuve. La promenade Champlain, le parcours d'aisance à Lévis, le Vieux-Port de Montréal, s'est rendu un rendez-vous des familles. Il est maintenant le lieu identitaire qui accompagne tant de gens le dimanche. L'île aux Pommes est aussi une histoire de famille. Depuis longtemps, mon grand-père l'a acquise. 3 générations en sont devenues propriétaires et la 4e est en processus d'intégration. Un bel exemple de pérennité de l'esprit du lieu grâce à la transmission de la tradition maritime de génération en génération à l'île aux Pommes. Parmi nos plus beaux souvenirs de famille, beaucoup ont comme trame de fond l'île, ses richesses, l'émerveillement d'une jeune fille découvrant le phosphore dans l'eau quand on lance une pierre à l'eau, ou encore celui d'un jeune garçon qui faisait flotter des roches plates à la surface de l'eau. La découverte des coquillages, ce sont les plus beaux jouets du monde. Demandez à Charles Hubert et Laurence, ils en témoigneront. Et en faisant une réserve naturelle en milieu privé, l'île est entrée dans le patrimoine collectif, puisqu'elle sera protégée à perpétuité pour le bénéfice de tous. Et le fleuve n'est pas uniquement une histoire de famille, il est aussi une route ou une halte pour une multitude de voyageurs. Au fleuve, au long cours, des explorateurs ont sillonné ton parcours. Les oiseaux migrateurs suivent ton littoral, font des haltes sur ton rivage. Du ciel, ton eau couleur saphir enlace les îles aux pommes, îles vertes, couleur d'un béryl. Villes et villages longent tes rives, lesquelles l'hiver sont recouvertes de givre. Canots, kayaks, voiliers glissent sur tes flots, ainsi que les vraquiers et les paquebots. En été, les larmes du soleil colorent tes eaux. En hiver, tu revêts ton manteau blanc, paysage très beau. Devant la grâce de ta voix, les touristes restent estomaqués. Des ponts enjambent tes berges, ces dernières avancent des quais. Afin de te préserver au fleuve, il faut tout mettre en œuvre. Rejeter dans ton cours que des eaux épurées. Protéger les aires de nidification, une priorité. L'assainissement des berges est primordial. Un Saint-Laurent en santé, c'est vital. Un texte de M. Eddie Laquerre. Le fleuve a été un attrait touristique renommé qui a laissé sa place pendant quelques décennies. Et il a laissé sa place aux Caraïbes. Mais avec le début de sa restructuration, les Québécois et Québécoises ont redécouvert leur fleuve. Il y a à peine 25 ans, pourtant, les Québécois avaient tourné le dos au fleuve. On l'avait presque oublié. Il a fallu les fêtes de la voile de 84, soulignant le 400e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier, pour réveiller notre intérêt au fleuve. On découvre la présence des baleines, des grands espaces et des paysages divins. Le fleuve est désormais un élément touristique incroyable. Il attire chaque année des milliers de croisiéristes de partout sur la planète qui sont de plus en plus nombreux à venir admirer les beautés de notre coin de pays qui offre tant d'attraits uniques. Les principaux points d'attrait touristique du Québec ne sont-ils pas situés à proximité du fleuve? La plupart des photos du Château Frontenac, qui est l'hôtel le plus photographié au monde, montrent le fleuve en contrebas puisque ce dernier le surplombe. C'est une carte de visite tout simplement incroyable. Le touriste est émerveillé devant la majestuosité de notre fleuve. Ils viennent le voir, cette étendue d'eau qui tire davantage de la mer que du fleuve. Tous les skippers des courses transatlantiques qui ont fait la Transat Québec-Saint-Malo vous le diront, le fleuve est un cours d'eau les plus difficiles à naviguer. Un jour, mer d'huile, le lendemain, un vent à écorner les bœufs. Québec est en voie de devenir la capitale de l'eau avec les grandes feintes du fleuve qui se pointent à l'horizon. L'île aux Pommes n'est certes pas un lieu touristique. Mais les gens du bas du fleuve me disent qu'il n'y a jamais eu autant de canards et d'air depuis la revitalisation de l'île.
Combien de gens viennent au Québec pour admirer cette faune aviaire? Et s'ils n'avaient pas d'intérêt pour ce bout de terre, nous ne serions pas ici ce soir. Il y a un intérêt pour que 175 personnes écrivent un texte qui vient de leur âme, espérant séjourner une fin de semaine sur l'île. Et le cœur même de ce fleuve est magnifique et l'écosystème qui le compose aussi. Tu es de bleu ou de gris, selon l'humeur de ton ciel. Dans ton eau, quand le soleil reluit, tu te pares de milliers d'étincelles. Tu es aussi d'un blanc immense quand la froidure nous arrive. Tu deviens d'un grand silence. De ton spectacle, tu nous prives. Fleuve de beauté, de lumière, d'été, d'hiver. Tu coules entre de beaux rivages, qu'ils soient de sable ou de roche, des caps, des baies, des marécages, des îles où la brume s'accroche. Tu accueilles de grandes rivières, autant que les petits ruisseaux, et aussi, arrivant de la mer, la montante qui gonfle les eaux. Fleuve de batture, d'eau salée, d'air pur, de marée. Ton ventre est plein de vie, des poissons, des coquillages, des phoques, des baleines aussi, des oiseaux au chaud plumage. Bien que les hommes te salissent, qu'ils ignorent ta façon de vivre, tu leur ouvres tes coulisses, tes richesses tu leur livres. Fleuve de bonté, de contradiction, de diversité, de profusion. Un texte de M. Jean-Pierre Filion. Le Saint-Laurent héberge une si grande variété d'êtres vivants qu'il est impossible de tous les nommer. Ces milieux sont si variés et l'écosystème qu'ils constituent est si complexe qu'il est facile de se perdre en conjoncture lorsque nous en discutons. Le fleuve constitue un écosystème unique qui compte plus de 27 000 espèces de plantes et d'animaux, soit une richesse biologique supérieure à celle des Caraïbes. Eh oui, le Saint-Laurent, c'est notre milieu de vie. Une bonne partie d'entre nous s'abreuve à cette eau qui est quasi intarissable. Vous savez, nous sommes à la 4e phase du plan Saint-Laurent au Québec, qui a vu le jour en 1988. Et l'objectif est de contribuer à un développement durable qui favorise l'intégrité écologique, le respect de l'environnement dans les activités économiques, l'engagement des collectivités et une gouvernance éclairée, concertée et intégrée du Saint-Laurent. C'est un excellent pas dans la bonne voie. Nous avons donc un privilège, mais nous avons une responsabilité. Nous avons le privilège de vivre à proximité de ce monument naturel, mais c'est de notre responsabilité de le protéger. C'est cette même responsabilité qui m'a poussé à revitaliser l'île aux Pommes pour en faire un milieu naturel sain et équilibré. Aujourd'hui, l'île abrite la 2e plus grande colonie de canards aiders dans l'estuaire du Saint-Laurent et la grande qualité du milieu naturel y est pour beaucoup. L'environnement, ce n'est pas uniquement important, c'est une question de survie. Le jour où il n'y aura plus d'habitat faunique qui permettent aux aiders de venir nicher, je ne sais pas ce qui va arriver de l'homme. Mais protéger l'environnement peut aller de pair avec une vie économique, saine et profitable pour tous. Depuis 8 ans, c'est la grève de Cap-Rouge qui m'offre le spectacle quotidien de la vie changeante et riche du fleuve, de ses calmes plats et de ses colères. Au printemps, ce sont ces eaux brunes, charriant main débris arrachés à la rive ou au bout d'un quai, qui défilent, houleuses, sous les yeux du marcheur. En avril, on peut entendre dans le soir plus doux le printanier jacassement des outardes, puis les voir s'attarder dans la baie pour se nourrir des racines de syrpe. Juin calme le fleuve et ramène les douceurs de l'été, les voiliers qui paradent à cœur joie, des pêcheurs et des kayaks qui glissent lentement, guettant la vie qui rôde autour d'eux. Puis, octobre ramène l'automne, ses fortes pluies et les assauts répétés des vagues sur la rive, jusqu'à ce que le froid de décembre enserre graduellement les deux rives de ses tenailles, refermant le chenal et obligeant les brise-glaces à ouvrir le passage à la navigation maritime. Puis, janvier et février figent le fleuve sous l'étau de la froidure, pendant que le promeneur s'emmitoufle pour résister à la morsure du vent glacial en écoutant le craquement sinistre des glaces éclatant sous le va-et-vient des marées. Malgré tout, quelques cargos et porte-conteneurs se feraient un chemin dans les glaces pour livrer leurs marchandises jusqu'à Montréal.
un texte de M. Paul Lacasse. Le Saint-Laurent, source de vie, oui, mais aussi source de profit. Il ne faut surtout pas négliger l'aspect économique. Rappelons-nous que le développement durable implique obligatoirement la notion de profitabilité. Depuis l'arrivée des Autochtones dans la région, le fleuve est le lien économique important. Le fleuve est le lien économique le plus important. Qui se souvient de l'âge d'or de la construction navale, où Québec figurait parmi les plus importants chantiers de grands voiliers au monde, ou encore des nombreux navires qui faisaient escale au large de la Grosse-Île pour y laisser des milliers d'immigrants, irlandais ou écossais, ou enfin l'importante industrie du cabotage, si bien personnifiée par la famille des Gagné, les gens presque voisins de l'île aux Pommes. Des tonnes et des tonnes de marchandises transigent sur ces eaux chaque année. La voie maritime du Saint-Laurent nous permet de faire voyager ces marchandises par le bateau, qui est le moyen le plus environnemental de déplacer des biens, depuis les 4 coins du monde jusqu'au cœur de l'Atlantique et de l'Amérique. Et l'industrie maritime, l'année passée, il y a plusieurs années, s'est embarquée dans une démarche éco-responsable. Et l'Alliance verte de l'industrie maritime a gagné l'année passée, à Londres, en juillet dernier, l'initiative environnementale de l'année dans l'industrie maritime. La politique de développement durable de l'industrie maritime canadienne a été jugée comme la meilleure au monde l'année passée. Il y a de quoi être fier. L'industrie maritime, c'est 27 000 emplois, 2,3 milliards de retombées économiques, 1 milliard de versés en salaire, 681 millions de revenus et taxes et 110 millions de tonnes transbordées. Imaginez si le Saint-Laurent n'existait pas. Il y aurait beaucoup de camions sur la route. Notre fleuve, c'est donc depuis toujours une voie de circulation et une attraction des populations, un lieu d'échange, en particulier d'échange de marchandises. L'année passée, à Québec, il y a eu la rencontre internationale de Québec, de ville, sur les relations de ville et port. Ça s'est tenu en avril 2011. Et ceci a démontré que ce fleuve pourrait malheureusement devenir un lieu où s'affrontent les populations et les marchandises. Ces disputes, des fois, tournent à l'affrontement, et cela est déjà commencé ici, comme dans d'autres pays. Les villes et leurs citoyens et les usagers économiques de ces voies navigables, et de notre fleuve en particulier, doivent trouver ensemble des solutions à la même table, des modes d'utilisation qui les satisfassent. Les villes, les ports, les protecteurs de l'environnement sont condamnés au dialogue dans cette recherche de modes de développement durable du Saint-Laurent sur lequel se fonde la totalité du patrimoine du Québec. Patrimoine historique, patrimoine économique et patrimoine culturel. Oui, culture, parce que le fleuve fait partie de nous, de notre culture. D'ailleurs, écoutons le fleuve nous dire du plus profond de son cœur ce qu'il pense de nous. J'aime ce territoire, mon frère de Glaise. Rivés côte à côte, nous cheminons depuis l'aube des marées. Dans ses poches, les trésors méticuleux de mes rivages sourient et chuchotent entre eux. Mes bécassos allègent son cœur, mon souffle de grève tiède rafraîchit son front. Mes myriades blanches pailletées de noir le soulèvent. Mes hérons lui enseignent grâce et patience. Mes éders, chaleur duveteuse qui soigne et prépare. Par mes baleines, il devine le chant des mondes. Mon frère me pressent, mais il ne me voit pas. Il m'ignore, me néglige, m'afflige, m'empoisonne. Il ne sait pas encore que ma sève est son sang. Un jour béni, mon frère quittera l'enfance et me reconnaîtra. Ses yeux comme la lumière des glaces de février. Et ce jour-là, à l'heure où la lune jubilera, je lui souhaiterai la bienvenue en déroulant une pluie de confettis d'étoiles du fond de la mer jusque devant ses pieds. Un texte de Christine Bellé. Le Saint-Laurent vaut la peine qu'on investisse pour lui et qu'on le protège. Vous savez, au fil des ans, il y a eu beaucoup de projets, d'initiatives variées qui ont vu le jour pour aider, pour le soigner. Lorsqu'en 1973, on a mis sur pied le comité d'études sur le fleuve Saint-Laurent, on a été capable de faire le travail parce que des scientifiques
ont joué un rôle déterminant pour alimenter les autorités gouvernementales dont le désir était de jeter les bases politiques de la réhabilitation du fleuve et de ses usages. D'autres citoyens ordinaires ont élevé leur voix pour sensibiliser les décideurs sur les actions respectueuses à adopter. Du développement durable avant même que le terme soit connu du public. Heureusement, il y a de nombreuses personnes qui ont consacré leur vie à cette cause qui ne sera jamais vaine. Vous savez, ce soir, on est au mois de février. C'est l'hiver. Puis à l'heure où je vous parle, l'île aux pommes est toujours revêtue de son blanc manteau, attendant patiemment le retour du printemps et l'arrivée des canards aiders. Les canards aiders qui sont les véritables propriétaires de l'île aux pommes. Et tant qu'à moi, j'attends patiemment de retourner à l'île aux pommes et de pouvoir admirer une fois de plus de la galerie du chalet de l'île aux pommes le majestueux Saint-Laurent qui est si généreux pour nous. Protégeons-le, respectons-le et utilisons le Saint-Laurent de façon durable. Ce soir, nous avons tous ensemble rendu hommage au fleuve et à ses passionnés. Merci pour cette soirée et bon retour.